Merci, Monsieur le Président des sessions. Merci aux confrères qui organisent cette 17e rencontre de l'IMEA pour l'honneur et l'amitié qu'ils me font de m'inviter pour faire cette présentation sur la résistance antimicrobienne en Afrique. Nous allons suivre la présentation selon le plan suivant. Une introduction pour situer la problématique particulière de cette résistance aux antimicrobiens en Afrique, présenter les causes de la résistance de façon générale, mais accentuer sur les facteurs favorisant cette émergence en Afrique à travers des chiffres qui vont présenter l'ampleur de la situation dans notre région africaine. Nous finirons par les interventions et initiatives en cours dans le continent pour endiguer l'émergence de cette résistance aux antimicrobiens. La révolution médicale que nous avons constatée à travers la découverte des antibiotiques qui a défini cet âge d'or de la médecine moderne a contribué avec succès à traiter de nombreuses maladies infectieuses, particulièrement en Afrique, où ces maladies constituent la priorité de santé publique dans nombre de pays. Malheureusement, quelques années seulement après l'utilisation de ces antibiotiques, on a constaté un renversement de la situation avec l'arme qui est passée du côté des microbes qui ont développé des capacités, lesquelles capacités les permettent de continuer à croître en présence des microbes et d'antimicrobiens qui inhibaient initialement leur croissance. Ce qui a défini la résistance aux antimicrobiens qui constitue de nos jours une des problématiques de santé publique majeures. En effet, le miracle consécutif à l'utilisation des antibiotiques a été de très courte durée. Parce que quelques années seulement après l'utilisation de ces antibiotiques en médecine humaine, on a constaté une émergence de la résistance, laquelle émergence de la résistance, si l'on ne prend garde, serait la cause majeure des décès à l'orée des années 2050. Et on estime autour de 10 millions de morts supplémentaires par an, soit un décès toutes les 3 secondes, seront attribuables à la résistance aux antimicrobiens. Quand on regarde de plus près ces prévisions à l'orée des années 1950, les pays les plus défavorisés, situés en Afrique, paieront le plus lourd tribut. C'est essentiellement à travers cette carte, vous voyez, c'est l'Afrique et l'Asie qui vont avoir les décès les plus importants liés à la résistance aux antimicrobiens. En ce qui concerne les cas particuliers de l'Afrique, à travers cette publication récente parue dans le Lancet en 2022, quand on s'intéresse de plus près à la région africaine, c'est encore l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique de l'Est qui concentrent malheureusement les pays les moins avancés sur le plan socio-économique qui vont être les plus touchés par le fléau de la résistance aux antimicrobiens. Et on estime qu'en 2019, 4,95 millions de décès étaient associés à la rame, dont 1,2 million directement attribuables à cette rame en Afrique de l'Ouest. Et là, ce sont des prévisions et des résultats qui montrent effectivement que si rien n'est fait, la région africaine est encore exposée à la menace de l'émergence de la résistance aux antimicrobiens. On pourrait se poser la question, comment en sommes-nous arrivés à une situation de la résistance à ce niveau en Afrique? Quand on s'intéresse à la résistance aux antimicrobiens, on pourrait identifier deux causes majeures de cette résistance aux antimicrobiens. C'est essentiellement la pression de sélection qui est matérialisée par la surconsommation des antibiotiques, qui avait déjà été prédit dès la découverte de ces antibiotiques au début des années 1900, qui va sélectionner des bactéries multirésistantes et qui vont diffuser et constituer la majeure partie des microbes. Ce sont les causes au niveau mondial. Mais quand on s'intéresse en Afrique, on a l'impression qu'il existe un paradoxe en ce qui concerne cette émergence de la résistance aux antimicrobiens. Pourquoi? Parce que quand on compare l'Afrique, qui concentre malheureusement la majorité des pays à ressources limitées, l'expérience de l'utilisation des antibiotiques peut être considérée comme relativement récente par rapport aux pays développés qui connaissent ces antibiotiques depuis le début des années 1900, pour ne pas dire la moitié des années 1900. Donc, le problème de la résistance en Afrique est un problème récent. Malheureusement, l'ampleur de cette résistance est plus importante
et n'est pas quantifié en cause l'absence de réseaux de surveillance, l'absence de données objectives. Malheureusement, contrairement à ce qui se passe dans les pays développés, d'autres facteurs liés au développement favorisent l'émergence de cette résistance aux antimicrobiens. Quand on regarde de plus près ces facteurs liés au développement, dans une revue que nous avons signée en 2017, nous avons montré qu'il existe des facteurs socio-économiques qui pourraient amplifier l'émergence de la résistance dans la région africaine. Quels sont ces facteurs favorisants? Il s'agit de facteurs liés au développement, à savoir la malnutrition, les mauvaises conditions d'hygiène et l'inaccessibilité à l'eau potable qui favorisent la diffusion des infections, et à l'occasion de ces infections, il y a transmission de bactéries multirésistantes. D'autres facteurs non moins importants concernent le manque de ressources humaines. Dans la région africaine, le nombre de spécialistes en maladies infectieuses, santé publique, microbiologie, capables d'orienter des traitements antimicrobiens et éviter la sélection de mutants résistants est très limité. Ce nombre de spécialistes est très limité, favorisant ainsi des traitements présomptifs, des traitements non documentés. En cause aussi le manque d'infrastructures parce qu'il n'y a pas de labo de microbiologie capable de documenter à l'occasion d'une infection les germes en cause et les niveaux de résistance. Et quand il existe ces laboratoires, ils sont le plus souvent très peu équipés et se résument parfois à la microscopie pour des laboratoires de microbiologie. Il y a aussi, comme je le signalais plus tôt, l'absence de surveillance de résistance qui devrait fournir les données locales essentielles pour guider ces traitements en absence de résultats des laboratoires immédiats pour la prise en charge des patients. En addition de ces facteurs que je venais de citer, on pourrait dire aussi la filière non sécurisée et l'absence de réglementation concernant la résistance l'utilisation de ces antimicrobiens. On assiste à des prescriptions non justifiées, à une automédication. N'importe qui peut peut acquérir un antibiotique sur le marché parallèle, l'utiliser pendant un temps plus ou moins long et l'abandonner à l'occasion de l'amendement des signes. Et en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, ces marchés parallèles sont connus comme étant les médicaments de la rue. Les autres facteurs qui contribuent à cette résistance pourraient être aussi les pratiques de délivrance. Ces médicaments sont en vente libre avec même possibilité d'acquisition en ligne. Le dernier facteur non négligeable en Afrique en ce qui concerne cette résistance aux antimicrobiens est l'utilisation de plus en plus importante de ces antimicrobiens dans la filière animale. Pour des besoins d'accroître la capacité de production, les éleveurs utilisent des antibiotiques, parfois de dernière classe, et ces antimicrobiens se retrouvent dans les résidus alimentaires et contribuent aussi à une autre pression de sélection. L'ensemble de ces facteurs a contribué à amplifier le phénomène en Afrique et les chiffres sont inquiétants. Et cette ampleur de la menace que nous présentons est un résumé de quelques études que nous avons regroupées en Afrique. La résistance aux antimicrobiens en Afrique pendant longtemps a été sous-quantifiée. Cette première diapo montre déjà qu'il y a une prise de conscience et il y a une production de données à travers la recherche qui a alimenté les données concernant la résistance aux antimicrobiens et qui indique les niveaux de résistance observés en Afrique. Et nous allons parler de cette résistance aux antimicrobiens en Afrique à travers les chiffres concernant 3 catégories de résistance emblématiques, en commençant par la résistance des staphylocoques à la méticilline, qui est une résistance assez importante parce que rend inefficace la quasi-totalité des molécules de la famille des bêta-lactamides. Quand on regarde sur cette diapositive, entre 2014 et 2020, nous voyons qu'une augmentation de la prévalence à travers les points que vous voyez, et cette augmentation de la prévalence des SARM a été expliquée par une expansion clonale de souches résistantes à la méticilline en milieu hospitalier comme en milieu communautaire. Et les clones les plus incriminés sont les clones CC5 et CC22 et C88, qui étaient pendant longtemps des clones que l'on retrouvait aux États-Unis et en Afrique du Nord. Mais nous voyons à travers cette carte une diffusion de ces clones dans toute la région africaine. Concernant l'autre résistance qui est la résistance de type bêta-lactamase aspect élargi, qui concerne les entérobactéries, malheureusement la majorité des bactéries
les entérobactéries qui constituent la majorité des bactéries que l'on isole dans les laboratoires en Afrique, cette prévalence est très, très inquiétante. Nous observons des prévalences supérieures à 40%, même en portage au niveau communautaire. Et cette prévalence a pour conséquence l'incapacité d'utiliser la majorité des céphalosporines de troisième et de quatrième génération. Et donc, nous retrouvons dans cette étude concernant les BLSP, des BLSC en Afrique, dans le domaine humain, des prévalences autour de entre 11 et 72%, dans les eaux usées et chez les animaux. Et ce sont des animaux consommés ou des animaux de compagnie, contribuant ainsi à un partage de ces bactéries multirésistantes entre l'homme et l'animal à travers l'environnement qui constitue le lieu commun de partage entre ces deux espèces. Le dernier type de résistance que je voudrais présenter, c'est la résistance au carbapénème. Donc, la résistance au carbapénème a été étudiée à travers quelques études et les résultats sont documentés à travers ces papiers qu'a publié l'équipe de notre ami le professeur Poda et ses collègues, qui montraient qu'en plus des SARM, des BLC que nous venions de montrer, nous assistons à une émergence de bactéries résistantes au carbapénème. En effet, consécutivement à la résistance de type BLSE, il y a eu une utilisation de carbapénème avec pour conséquence l'émergence des carbapénémases. Et les chiffres de ces carbapénémases sont matérialisés dans cette carte qui montre aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale qu'en Afrique du Sud, nous avons des prévalences de résistance au carbapénème qui ont augmenté au fil des années. Et les différents types de carbapénème et de carbapénémases sont observés dans la région africaine. Nous avons des carbapénémases de type OXA, de type FIM. Voilà quelques études qui indiquent de façon précise les prévalences observées dans des études en Afrique du Sud, en Ouganda, en Tanzanie, et cette dernière étude de 2023 au Burkina Faso dans les eaux usées qui retrouve chez les souches de Escherichia coli et Klebsiella des prévalences de carbapénème, de résistance au carbapénème de l'ordre de 15%. Et chez Escherichia coli, qui est une bactérie symbiotique de l'homme, ça montre à quel point la situation est inquiétante. Face à l'ampleur de la menace, des initiatives ont été développées dans la région africaine. Et ces initiatives que je souhaite présenter dans la dernière partie de cette présentation, et ça concerne vraiment des initiatives au niveau national, au niveau régional, et c'est consécutivement aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la mise en place des plans multisectoriels de lutte contre la rame. Ceci est un tableau d'une analyse situationnelle qui a été réalisée en 2018 par l'Organisation ouest africaine de la santé et qui évalue la mise en place du plan d'action dans les pays, la mise en place des centres de coordination de la rame. Et grâce à cette analyse situationnelle, l'Organisation ouest africaine de la santé avait pu diviser l'Afrique de l'Ouest en 3 grands groupes, pour ne pas dire 4 grands groupes, de pays qui avaient, à partir de 3 ans après les recommandations de l'OMS, mis en place le plan d'action multisectoriel, le valider et débuter des activités de ces plans pour contribuer à la lutte contre la résistance. On voit que des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso sont en lot de tête. Nous avons des pays qui ont validé le plan d'action, mais les actions n'ont pas commencé à être mises en place. Malheureusement, le deuxième lot sont des pays pour lesquels il n'y avait pas de plan d'action ou le processus était en cours. Et à partir donc de cette analyse situationnelle, l'Organisation ouest africaine de la santé a mis en place un groupe technique de travail sur la résistance aux antimicrobiens et ce groupe technique a travaillé à travers ce qu'on appelle une feuille de route pour soutenir individuellement chaque pays à la mise en place du plan d'action et à dérouler les activités. Cette feuille de route qui a fait l'objet de validation lors de la 23e réunion de l'Assemblée des ministres de la Santé à l'occasion de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO tenue à Accra en 2022 a permis, grâce à des activités, de soutenir nombre de pays à mettre en œuvre des activités importantes. Et l'exemple d'activités réalisées dans les pays fera quelques commentaires de ma présentation. C'est le cas au Burkina Faso où nous avons, à travers cette feuille de route, saisi l'opportunité
pour mettre en place cette formation avec l'Organisation ouest-africaine de la santé et des partenaires comme la Fondation Mérieux, qui est une formation qui a capacité les professionnels de la santé dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens, dans ces aspects de biologie, clinique, hygiène hospitalière. Et depuis 2017, chaque année, une cinquantaine de professionnels de la santé sont régulièrement formés au Burkina Faso sur cette problématique de la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit d'un diplôme interuniversitaire entre Bobo Dioulasso et Montpellier avec l'appui de la Société de pathologie infectieuse de langue française et bien d'autres collègues de Paris, de Montpellier et de Belgique qui interviennent, et aussi des enseignants de la sous-région comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'ensemble de ces formations ont été capitalisées dans les pays à travers la mise en place de réseaux nationaux de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Et là, c'est l'exemple d'une intervention type au Burkina Faso, où à partir des compétences formées sur la résistance aux antimicrobiens, les laboratoires ont été capacités en ressources humaines, mais aussi en ressources matérielles, et cela a abouti à la mise en place d'un réseau national de surveillance de la résistance aux antimicrobiens à partir de 2018. Ce modèle de mise en place du réseau national fonctionne comme suit. À partir du plan d'action national multisectoriel de lutte contre la rame, un centre de coordination technique est mis en place, qui est le laboratoire national de référence, qui coordonne techniquement et assure la supervision des sites sentinelles qui collectent les données, et agrège ces données au niveau du centre de coordination et permet in fine d'analyser pour donner une idée de l'évolution de la résistance dans le pays. Et grâce à cette collecte de données, de nombreux pays qui ont pu mettre en place ces réseaux nationaux de surveillance de la résistance aux antimicrobiens ont pu satisfaire à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui est la collecte régulière et la soumission au GLAS, pour Global Laboratory Antimicrobial Surveillance System de l'Organisation mondiale de la santé, qui permet donc de renseigner chaque année le niveau de résistance, mais aussi la consommation des antibiotiques. Donc, vous voyez à partir de l'analyse situationnelle de 2017 que nous sommes actuellement en 2022 à une grande partie des pays qui ont non seulement validé, une grande partie des pays de l'Afrique qui ont non seulement validé les plans d'action multisectoriels, mais ont mis en place des réseaux de surveillance de la résistance et grâce à la qualité de ces données, ont été enrôlés dans les systèmes GLAS et soumettent régulièrement des données qui sont utilisées pour évaluer les actions à entreprendre pour la lutte contre la rame. Donc, à partir donc de ces pays qui ont développé des réseaux nationaux, l'objectif futur maintenant au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est de développer un réseau régional de la résistance aux antimicrobiens qui va permettre, à partir donc du centre de coordination régionale qui va être situé au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, concentrer ou agréger les données des différents pays et on va arriver in fine à un réseau régional qui documente régulièrement les niveaux de résistance dans la région ouest africaine et la circulation des bactéries multirésistantes entre les différents pays, et cela va permettre d'enrichir les activités à mener dans le cadre de la feuille de route de l'Organisation ouest africaine de la santé. Voici à peu près ce que j'avais à vous présenter en ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens en Afrique, et je reste disponible pour des questions et des commentaires pour enrichir cet échange. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoul Salam. Est-ce que tu nous entends? Bonjour Étienne, bonjour à toute l'assistance. Je vous entends bien, merci. Nous, c'est parfait, on t'entend aussi parfaitement. Merci beaucoup pour ta présentation. J'ai pas de questions encore dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? On va chercher un micro. On a une question pour toi. Peut-être que je peux commencer en attendant. Tu nous as présenté différents facteurs qui expliquent la résistance en Afrique, la pression de sélection, la consommation qui n'est pas régulée des antibiotiques, le problème structurel de l'accès à une alimentation, à une eau potable. Ça fait beaucoup. Il y a aussi le manque de capacité de surveillance. Est-ce que
c'est une question un peu piège, mais est-ce qu'on doit attaquer tout de front pour essayer de lutter contre la résistance, ou est-ce que tu privilégierais un axe en premier sur lequel on devrait vraiment s'appuyer pour essayer de lutter contre la résistance? Je peux aller directement à répondre? Vas-y. Oh oui, merci beaucoup. Effectivement, les facteurs sont multisectoriels et multiples et variés. Et effectivement, il y a des facteurs structurels pour lesquels on se demande s'il faut les attaquer de front. Je pense que, de mon point de vue, s'il y a un axe à vraiment attaquer, c'est la consommation. La consommation des antibiotiques qui constitue vraiment le facteur, j'allais dire, le plus important qui impacte cette émergence de la résistance. Parce que les autres facteurs, j'allais dire, c'est commun et c'est lié vraiment au développement socio-économique. Mais pour spécifiquement la résistance, on devrait s'attaquer à cette consommation des antibiotiques. Merci. Alors, on a une question du professeur Delatour. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. J'ai en fait 2 questions, si c'est possible. Ma première, c'est que vous avez montré, je sais que sur le continent africain, il y a essentiellement des données de prévalence de la résistance, notamment dans le portage. Est-ce qu'on a des données en termes d'infections cliniques et d'outcome, enfin de survie de ces patients et de comment ils sont traités? Moi, je suis clinicienne, hein, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en tête. C'est est-ce que vous avez, et dans quelle mesure il y a des antibiotiques de dernier recours qui peuvent être disponibles, et quel est l'impact en termes de mortalité éventuelle pour les patients? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Effectivement, nous avons présenté des données qui, pour la majorité, sont des données de portage à l'occasion d'études commanditées, des études de surveillance active, mais nous avons aussi des données d'échantillons cliniques à l'hôpital. Et je pense que parmi les articles que j'ai montrés, pour la résistance de type BLSE, au niveau clinique, nous avons des proportions qui vont jusqu'à 70% pour les bêta-lactamase à spectre élargi. Pour les SARM, au niveau des souches cliniques de staphylocoque, nous avons parfois des prévalences qui avoisinent les 15 à 20%. Et les carbapénémases, qui sont actuellement les dernières molécules qu'on est en train d'utiliser dans nos hôpitaux, nous avons une émergence qui est autour de 5 à 10% selon les études, pour les souches d'origine provenant des échantillons prélevés à l'occasion d'infections. Très malheureusement, nous n'avons malheureusement pas de suivi longitudinal de ces patients pour évaluer le coût de cette résistance et même la survenue de la mortalité. Je pense que l'étude, j'allais dire, la plus complète est celle que j'ai présentée, qui est l'étude parue dans le Lancet, qui montre vraiment les décès directement attribuables à la rame. Malheureusement, nous n'avons pas d'études économiques pour voir l'impact de cette rame sur le plan économique, mais aussi un suivi des patients pour vraiment documenter les morts par pays liés à cela. C'est vraiment un chiffre global que présente l'article paru en 2022 dans le Lancet. Merci beaucoup. Tu avais une suite? Non, mais vas-y, continue. Question, pardon. Hein. En fait, on avait fait un travail avec d'ailleurs les MSF et Épicentre au Niger. On avait regardé la prévalence de la résistance au quinolone et de BLSE dans les selles de sujets sains dans des zones extrêmement reculées du Niger. Et on est arrivé à des taux de plus de 98% de portage de BLSE chez des jeunes, vraiment dans des endroits où il y avait très peu d'accès aux soins. À notre grand étonnement, c'est un travail qui était dans une étude plus large et qui a été publié dans PLOS Médecine. Et j'avoue qu'on n'a pas à ce jour l'explication complète. On a regardé les souches et en fait, elles étaient extrêmement variées. C'était pas du tout clonal. C'était des plasmides extrêmement variés qui arrivaient probablement d'un peu partout. Et j'ai bien entendu tous les arguments que vous avez donnés. Pourquoi tant de résistance en Afrique? C'est vrai qu'on reste très surpris de la prévalence, même dans des endroits où l'accès finalement aux antibiotiques nous semblait relativement faible. Mais alors, je pense que les conditions d'hygiène certainement jouent.
probablement une exposition qui est méconnue par ces achats comme ça sur les marchés, comme vous avez montré sur les photos. Enfin voilà, j'avoue que pour nous, c'est assez surprenant. Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous avez constaté ailleurs, parce que peut-être que c'était une exception là. Et est-ce que, étant donné que c'est pas quelque chose de clonal, est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard en fait? C'est un peu déprimant comme question, mais... Exactement, exactement. Je pense que vous décrivez très bien la situation et je vois le papier qui a été publié effectivement au Niger et ça rejoint la première question d'Étienne qui expliquait et qui demandait s'il fallait intervenir, qu'est-ce qui était la priorité. Ce sont ces preuves factuelles qui montrent qu'il ne s'agit pas d'une expansion clonale, qui nous font vraiment dire qu'il s'agit vraiment de surconsommation qui crée une pression de sélection avec des bactéries déjà hébergées en portage qui deviennent résistantes parce que tout simplement sont sous pression. Donc, ce que vous dites est exact, nous le constatons. Mais pour encore conforter ce que vous dites, en fait, ce sont des zones qui officiellement, on pourrait dire, n'ont pas accès à certains antibiotiques à cause du système de soins officiel que l'on évalue. Mais nous avons derrière un marché parallèle avec des médicaments que la population peut acquérir et qui sont parfois des antibiotiques de dernière génération qui sont arrivés, mais qui n'ont pas cette étiquette selon le marché sur lequel c'est exposé. Vous allez avoir, par exemple, lorsqu'on a fait les premières études, nous avons eu des portages de carbapénem et de souches résistantes au carbapénem dans des hôpitaux où il n'y a pas officiellement dans le comité thérapeutique un accès au carbapénem. Donc, ça montre qu'il y a eu quand même des consommations. Et ça montre, et l'autre aussi, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'une expansion clonale. En fait, c'est pas une épidémie de souche, mais une épidémie, on a dit, de plasmides. Donc, ça rejoint un peu ce que j'ai présenté comme, en tout cas, intervention prioritaire, c'est la consommation. Et cette consommation, c'est pas seulement officiellement dans les systèmes de soins, mais c'est l'accès même aux médicaments, avec une réglementation qui devrait être plus rigoureuse pour l'acquisition de ces médicaments. Merci. Une question du professeur Olivier Bouchot. Alors oui, donc je ne me présente pas, puisque c'est fait. Justement, par rapport à cette régulation et par rapport au fait qui vient d'être évoqué que réguler, ça veut dire réguler les prescriptions, mais aussi réguler la demande de la population. Et pour essayer de glisser peut-être un peu d'optimisme, est-ce que sur les années qui viennent, de passer, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience et des prescripteurs, y compris infirmiers qui prescrivent, et de la population, qu'il y a une nécessité de réguler la représentation qu'on peut se faire des antibiotiques dans les pays où il y a moins de régulation, mais même en France, la représentation des antibiotiques, elle ne correspond pas à celle que nous, prescripteurs, on peut avoir. Est-ce que cette représentation évolue dans le bon sens, ce qui pourrait laisser espérer que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on échappe à la menace de l'OMS de 10 millions de morts par an et première cause de mortalité? Oui, professeur, je pense qu'à travers les actions que j'ai présentées comme étant les interventions qui sont en cours, nous constatons en tant qu'acteurs des systèmes de soins vraiment une prise de conscience concernant ce phénomène de la résistance. À travers non seulement les formations que nous menons, mais aussi à travers la sensibilisation et la mise en œuvre des plans d'action multisectoriels qui associent en plus de tout ce qui est fondamental, scientifique, la communication. La communication contribue beaucoup à réduire ce phénomène. Et en tant qu'enseignant dans les facultés de médecine, nous avons constaté effectivement que dans le cursus normal du médecin, cet aspect, par exemple, de la résistance bactérienne n'est abordé que dans les classes au début, dans les classes de licence, et c'est dans le cours de bactériologie. Ce n'est pas vraiment des acquisitions qui font prendre conscience ni au médecin dans son cursus qui est le prescripteur régalien, mais dans notre contexte parfois où il n'y a pas de médecin partout, nous avons des prescriptions par des paramédicaux. Et là, nous travaillons aussi à une prise de conscience avec ce qu'on appelle des guides de diagnostic et de traitement
pour réduire tant soit peu la prescription de certains antibiotiques. Et vraiment, sur le plan des enquêtes de comportement auprès des personnes et les enquêtes de consommation des médicaments à travers les enquêtes PPS que nous menons dans nos hôpitaux, nous sentons d'une année à une autre vraiment un recul de la situation qui encourage et donne un peu d'optimisme, comme vous le dites. Merci. Merci beaucoup, Abdou Salam. Je crois qu'on peut encore l'applaudir.